Je pense que ce genre de rencontre, qui va se perpétuer d'année en année, c'était les premières rencontres, nous allons recommencer chaque année au mois de juin, un week-end à Île-aux-Rousses. On a le choix entre deux solutions. Ou bien on parle un peu de tous les sujets, de tout et de rien, on passe du Moyen-Âge à l'époque actuelle, à l'Antiquité, au XVIIIe siècle, etc. Bon, ça crée un effet de dispersion. Sur le moment, ça n'est pas forcément désagréable, mais il n'y a pas de continuité intellectuelle. Et finalement, ça se disperse. Et on garde des impressions, mais à mon avis, on n'enregistre aucune idée. Sauf celles qui sont déjà dans les livres que l'on peut trouver par ailleurs. Donc je crois que le premier choix, c'est de dire qu'il faut se spécialiser. Île-aux-Rousses, c'est logique que ce soit la période de Paoline, puisque c'est la seule ville corse qui a été créée au XVIIIe siècle et qui a été créée par Pascal Paoli. Donc tout naturellement, il peut sembler logique que si Île-aux-Rousses doit se spécialiser, c'est bien dans le XVIIIe siècle. D'où l'idée de repartir des débuts de la Révolution corse, lorsque tout a commencé. Et suivant le titre que nous avons choisi, lorsque la Corse s'est éveillée. Nous avons trouvé 6 auteurs qui ont bien voulu réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé entre 1728, il ne se passe encore rien apparemment, et 1730, la Révolution est commencée. Le moment où la Révolution commence. Bon, c'est comme si vous faisiez pour la Révolution française, vous partiez de 1788 à 1789, à 90, et puis vous arrêtez. Enfin, vous arrêtez une première fois, puisque c'était les premières rencontres. Je suis très heureux d'ouvrir la séance de notre après-midi. Voilà nos collègues Graziani, Pompone qui viennent venir. Il faut être au premier rang. Les soldats, les grands soldats doivent être au premier rang, toujours. Hein, voilà. Et maintenant, nous avons le plaisir et l'avantage d'avoir M. Lucien Belli, dont vous avez déjà ce matin apprécié les qualités, elles ont été énumérées. On ne va pas perdre plus de temps, grand spécialiste et à la Sorbonne des relations internationales au XVIIIe siècle, évidemment, nous savons bien que toute l'histoire, tout le devenir de notre île, c'est nécessairement joué dans le cadre des relations internationales. Et donc, c'est la surdétermination de notre histoire dont il pourrait nous parler. Maintenant, je lui donne très volontiers, avec beaucoup de plaisir, la parole. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc encore une fois, je vous remercie de votre invitation et de la manière dont vous m'avez très gentiment invité à Île-Rousse. Alors, vous me pardonnerez, je peux parler de la Corse. Je vais parler de beaucoup d'autres choses, mais très peu de Corse. Je vais vous parler un peu du jeu des grandes puissances. Alors, par un malheur, je n'avais qu'un transparent, donc je ne pourrais pas vous montrer des cartes ou une carte un peu plus explicative. Simplement, il faudra que vous imaginiez l'organisation européenne de ce moment-là. J'espère que vous ne serez pas trop perdu. C'est très complet. Je vous ai simplement donné l'image de Don Carlos qui aurait pu devenir le souverain de Corse. La Méditerranée occidentale a connu une longue stabilité géopolitique à l'époque moderne. En particulier grâce aux liens qui existaient entre la monarchie espagnole, qui dominait une grande partie de l'Europe, et la République de Gênes. Gênes, banquier de l'Espagne, lui a donné aussi des généraux, des amiraux et des ambassadeurs. Surtout d'un point de vue géopolitique, pour la défense de cet empire, il y avait l'axe essentiel qui allait de Barcelone à Gênes. C'était un peu un maillon important de cette route qui permettait à l'Espagne de contrôler en quelque sorte une bonne partie de l'Europe, par Milan, puis ensuite la Franche-Comté, jusqu'aux Pays-Bas espagnols qui sont aujourd'hui la Belgique. Donc il y avait là un axe important et la Corse, en quelque sorte, était un moyen de surveiller et
contrôler cet axe Barcelone-Gênes qui était très important, et surtout face à la France. On peut dire qu'en grande partie, la monarchie espagnole s'est construite pour contenir ce gros royaume de 20 millions d'habitants et qu'il s'agissait de surveiller. La Corse fait donc partie de cet ensemble complexe et qui aussi était dirigé contre la France. En 1700, la succession d'Espagne, qui est une affaire complexe, voit la fin des Habsbourg à Madrid. Il n'y a plus de Habsbourg, plus de maison d'Autriche à Madrid, et c'est donc à la suite de beaucoup de réflexions le petit-fils de Louis XIV, un Bourbon, qui s'installe dans la capitale ibérique espagnole. Ça amène forcément toute une recomposition géopolitique parce qu'une grande guerre commence, qui va se terminer en gros en 1714, 14 ou 15 ans de guerre, ce qui est énorme, qui finalement voit la disparition de l'Empire espagnol en Europe. C'est la grande idée, vous voyez, le grand chambardement du XVIIIe siècle, c'est que l'Espagne ne maîtrise plus cet immense domaine européen. En revanche, elle a conservé son domaine d'outre-mer, c'est-à-dire le Mexique, le Pérou et les Philippines. Donc elle reste une grande monarchie mondiale, mais elle n'a plus cet ensemble de terres en Europe. Et c'est en gros dans l'Italie qu'elle perd le plus de territoire. Elle perd, vous voyez, 2 grandes villes, Milan, Naples, et la Sardaigne également vont à l'empereur. C'est donc le Habsbourg, le roi, enfin l'empereur Habsbourg, qui est aussi roi des Romains, roi de Hongrie, roi de Bohême, qui s'installe en Italie. En quelque sorte, l'Espagne a la sensation qu'elle a été trop punie, qu'elle avait encore des forces, qu'elle n'aurait pas dû abandonner toute la péninsule ibérique. En même temps, il y a une sorte de grande recomposition géopolitique, puisque la guerre a permis à l'Angleterre d'avoir 2 places, Gibraltar, dont elle s'est emparée, et Minorque dans les Baléares. C'est-à-dire que l'Angleterre, qui était présente déjà par ses marchands en Méditerranée, est maintenant une puissance qui est politiquement présente en Méditerranée. Il y a donc, vous le voyez, là, toute une recomposition méditerranéenne qui est essentielle, avec d'un côté donc la France, avec un roi Bourbon, l'Espagne, avec un roi Bourbon, l'Italie qui est globalement, avec bien sûr des exceptions, sous la domination impériale, donc de Vienne, avec Milan, Naples et la Sardaigne, et la Sicile qui a été donnée à Victor Amédée II de Savoie, c'est-à-dire que Victor Amédée II a été un allié de l'Angleterre. Il est récompensé par une île importante qui est la Sicile, qui est jugée donc comme une île riche, et le duc de Savoie va s'installer comme roi à Palerme. Alors, dans les années qui suivent la paix d'Utrecht, les paix d'Utrecht de 1713, 1714, puis il y a beaucoup d'autres paix, on a une longue période qui nous mène d'ailleurs jusque dans les années 20-30, une grande période de paix relative. Et c'est bien dans ce contexte-là que l'insurrection de Corse a eu lieu. Les puissances occidentales, les puissances européennes, vous le voyez, ont connu 15 ans de guerre, une grande redistribution des terres. Elles ne veulent pas recommencer la guerre. La France en particulier est ruinée. La France de Louis XIV, enfin la France après Louis XIV est un pays ruiné. L'Angleterre n'est guère mieux. Donc vous voyez, il y a l'idée qu'il faut éviter de nouveau un grand conflit européen. Néanmoins, l'Espagne n'accepte pas cette nouvelle donne. Alors, il y a 2 éléments qui vont jouer. D'abord, Philippe V, le roi d'Espagne, le petit-fils de Louis XIV, a perdu sa première femme et il négocie un peu de façon étrange. Vous voyez toujours ces théories du complot, mais on ne sait pas comment. On trouve une princesse italienne, Elisabeth Farnèse, qui a une 20aine d'années, la maison de Farnèse, c'est pas le gratin des princes, c'est une maison qui descend d'un pontife, c'est elle-même le souverain pontife, mais normalement, en plus le pontife a enlevé une partie des territoires du Saint-Siège pour le donner à son fils, vous voyez. Donc c'est une naissance un peu trouble, les Farnèse ne sont pas, je dirais, dans la grande famille des princes, donc
c'est un peu un second choix, et c'est une seconde épouse. Mais d'abord, Elisabeth Farnèse est une jeune fille qui a du tempérament, sur tous les plans d'ailleurs, et qui va séduire son mari, le dominer, et lui donner des enfants. Donc il y a des enfants d'une première femme et puis des enfants d'une seconde femme. Et ces enfants, Elisabeth Farnèse va vouloir leur donner des situations et elle apporte avec elle finalement des droits politiques sur son propre domaine, le domaine de sa famille, c'est-à-dire Parme et Plaisance, les duchés de Parme et de Plaisance. Et puis pour des raisons complexes, elle apporte aussi des espérances sur la Toscane, sur le grand-duché de Toscane. Donc vous voyez, une princesse qui a de l'énergie, qui est une mère de famille, vous la verrez, on regardera tout à l'heure quelques images, qui se place un peu comme mère d'une grande famille et qui a le souci donc d'installer ses enfants. Alors, c'est pas elle qui va compter d'abord, mais Philippe V va suivre les conseils d'un autre parmesan, le cardinal Alberoni, dans les années qui suivent Utrecht, pour essayer de récupérer la Sardaigne et la Sicile. Des opérations modestes, vous voyez, de lancer contre ces deux îles. Immédiatement, l'Europe fait bloc, vous voyez, par une série de traités. L'Europe oblige Philippe V à renoncer. L'oblige à abandonner ses espérances. On oblige même la France à mener une expédition contre Philippe V. C'est très délicat, vous imaginez. C'est le petit-fils de Louis XIV, le régent qui dirige à ce moment-là les affaires, n'est pas à son avantage. Il est obligé de monter une affaire pour dire, voyez, Philippe V n'est pas blanc-bleu, envoyer une armée. Bon, on envoie une armée contre Philippe V. De l'autre côté, les Anglais interviennent sur mer. Philippe V renonce à partir de 1719 à ses espérances sur l'Italie. Et immédiatement, on remodèle un peu l'Europe. Vous voyez, l'idée d'une sorte de directoire de l'Europe où les diplomates, les souverains dirigent les affaires. Et on redistribue. Et vous voyez cette idée de redistribution des souverainetés, on redistribue tout ça, c'est-à-dire que Victor Amédée II de Savoie est obligé d'abandonner la Sicile, qu'on jugeait un peu trop importante pour lui, et on lui donne la Sardaigne. Pour la Corse, c'est essentiel, c'est-à-dire que désormais, la Corse a comme voisin Victor Amédée II, qui est un prince ambitieux, la Savoie, qui a une principauté, la Savoie-Piémont, c'est essentiellement le Piémont, tout de Turin, donc une principauté active qui va plus tard faire l'unité de l'Italie. Donc vous voyez, ça, c'est déjà qui a obtenu la Sicile. Et vous voyez, dans l'idée des Savoyards, l'essentiel, c'est d'avoir une couronne royale. Alors peu importe, et c'est important aussi pour la Corse, peu importe quelle soit l'île, la Sicile avait donné à Victor Amédée II une couronne royale, la Sardaigne lui donne aussi une couronne royale. D'où l'importance aussi du royaume de Corse dans nos histoires. Ce sont ces îles qui peuvent donner les honneurs royaux. Honneurs royaux que la République de Gênes et la République de Venise ont acquis au fil du temps. Alors, ça se marque essentiellement, vous voyez, dans les places des ambassadeurs dans les cours. Qui passe devant qui ? Venise et Gênes ont des honneurs royaux. Le trattamento reale, et c'est très important. Vous voyez, on dispute ça parce que c'est une sorte de hiérarchie des princes. Et c'est aussi comme ça qu'on mesure la puissance de l'État. Celui qui arrive à passer devant l'autre. Et Gênes, Venise sont reconnus comme des puissances importantes. La Savoie, vous voyez, commence à devenir une puissance royale au début du XVIIIe siècle. Et c'est donc on remodèle tout ça, et puis comme toujours, pour se rabibocher, on prévoit des alliances matrimoniales, en particulier le jeune Louis XV qui règne en France, qui est un enfant, il est né en 10, vous voyez, il a 9 ans, on lui donne comme épouse une infante d'Espagne, une fille de Philippe V, qui vient vivre aux Tuileries, près de son futur mari. Alors, vous voyez, elle a 3-4 ans, donc ça pose des problèmes, parce que vous voyez, ils ne sont pas vraiment mariés. Elle est promise à devenir reine de France, mais ils n'ont pas encore partagé la même couche, c'était important. Alors, vous voyez donc une recomposition très importante qui a vu plutôt le recul de l'Espagne au début du XVIIIe siècle, la présence de la puissance impériale, donc autrichienne, en Italie, la place essentielle désormais de la Savoie. Et quand je parle de la puissance autrichienne, c'est aussi pour Gênes un problème. Parce que désormais, son voisin le plus proche, la puissance la plus importante, c'est Milan, c'est-à-dire l'empereur.
Et c'est bien pour ça aussi que dans l'affaire de l'insurrection des années 1729, c'est du côté de l'empereur, donc de Milan, que l'on va se tourner. Alors, les années 1720 voient cette situation changer en permanence. C'est-à-dire que les puissances vont multiplier des chassés-croisés complexes que je ne vais pas vous détailler, mais je vais vous en rappeler quelques éléments. Vous le voyez, la France, dans ces années d'après Utrecht, puissance affaiblie, puissance qui n'a pas beaucoup d'argent, progressivement reprend un peu du poil de la bête, et le cardinal Dubois en particulier, qui est Premier ministre, qui a jusqu'alors eu une politique je dirais, suiviste par rapport à l'Angleterre, prend un peu d'émancipation, et on arrive à un traité le 13 juin 1721 où Londres et Versailles s'accordent avec Madrid. C'est donc une nouvelle alliance. Vous voyez, c'est cette idée que deux puissances ne peuvent pas être simplement voisines. Il faut qu'elles trouvent des accords. Là, on a une nouvelle alliance qui s'opère, et on peut dire que là, la direction de l'Europe se fait par la France et par la Grande-Bretagne, avec le souci d'une politique de paix. On a parlé de paix tout à l'heure. Il y a vraiment l'idée qu'il faut maintenir la paix à tout prix. Alors, dans ces années-là, néanmoins, la paix est menacée par deux princes. Il y a d'abord l'empereur lui-même. Charles VI, qui est empereur, qui a à un moment voulu être roi d'Espagne. Charles VI a une situation personnelle difficile parce qu'il est empereur, je vous l'ai dit, archiduc d'Autriche, roi de Bohême, roi de Hongrie. Et malheureusement, il a eu une fille, Marie-Thérèse, et puis il aura ensuite une autre fille, un peu plus tard. C'est-à-dire que progressivement, on s'aperçoit qu'il n'aura pas de fils. Donc, Marie-Thérèse ne peut pas devenir impératrice. Il faut que ce soit un garçon. Donc la couronne impériale va échapper aux Habsbourg. Donc c'est un gros problème qui se pose. Alors, Charles VI met en place, révèle un accord qui a eu lieu dans sa famille, ce qu'on appelle la pragmatique sanction. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que sa fille puisse hériter de tous les domaines sur lesquels il règne. Et puis on a dans l'idée qu'elle va épouser un prince qui sera le duc de Lorraine et que son mari deviendra empereur. Donc elle sera la femme de l'empereur. Donc vous voyez, il prépare sa succession. Vous voyez, c'est une préparation de l'avenir. Un avenir qui n'aura lieu qu'en 1740. Et vous voyez, de 1720 à 1740, c'est l'obsession de Charles VI. Faire en sorte que tous les pays européens reconnaissent cette sorte d'organisation du futur. Alors, vous comprenez, dans ces conditions-là, tous les pays européens vont discuter leur acceptation. Donc, il va en permanence mener des négociations pour faire reconnaître cette pragmatique sanction. De l'autre côté, eh bien, c'est Philippe V lui-même et sa femme Élisabeth Farnèse qui veulent imposer leurs enfants en Italie. Alors, ça commence très tôt. Elle a donc un premier fils, donc Carlos, que l'on ne voit plus derrière moi. Et dès 1724, l'empereur Charles VI commence à dire qu'il pourrait accepter la présence de Don Carlos dans les duchés italiens. Mais Philippe V n'y croit pas trop, donc il envoie un aventurier. Nous avons là un des premiers exemples de ces aventuriers qui vont marquer toute l'histoire du XVIIIe siècle, et je dirais jusqu'à Napoléon Bonaparte. Ces hommes qui proposent des solutions. C'est un Hollandais, il s'appelle Ripperda, et on l'envoie à Vienne pour négocier avec Vienne, entre Madrid et Vienne. Alors c'est toute une affaire mirobolante. Élisabeth Farnèse considère que, comme mère de famille, elle peut placer ses enfants partout. Elle en a beaucoup. Et en particulier, elle propose de donner l'enfant Don Carlos à l'archiduchesse Marie-Thérèse. Comme ça, le petit prince deviendrait roi des Romains et ensuite empereur. Puis l'autre fils, l'enfant Philippe, épouserait une autre archiduchesse qui, eux, régnerait sur l'Italie. Et comme ça, elle-même, dominant, vous voyez, serait la mère de l'empereur et d'un roi de toute l'Italie. Vous voyez, sa fille épouse le roi de France. C'est ça, sa fille, elle serait, voilà. Donc vous voyez, elle serait la mère de toute l'Europe. Vous voyez, bon, pourquoi pas, hein. Alors elle discute tout ça, et c'est une... alors, d'ailleurs, elle accepte de sang-froid que les enfants de du premier mariage meurent. Hein. Elle dit, oui, il est né, il n'est pas bien vigoureux. Vous voyez. Donc, elle envisage ça très nettement.
Et donc Ripperda va négocier tout ça en 1725. La France va commettre au même moment une grosse bourde. Je vous ai parlé de Louis XV, il est né en 1725, il a 15 ans. On trouve qu'il a un peu monté en graine, il a pris des mauvaises habitudes, il faut le marier. Malheureusement, la petite infante, elle n'est pas nubile. Elle est beaucoup plus petite. Donc le mariage n'est pas possible. Donc le Premier ministre, qui est à ce moment-là le cousin du roi, le duc de Bourbon, cherche une princesse, on a tout le détail, on fait une liste de 100 princesses, alors on les barre les unes après les autres, l'une est trop faible, l'une n'est pas bien vigoureuse, l'autre c'est une race qui n'a pas beaucoup d'enfants, l'autre est protestante. Alors finalement, on arrive, il n'y en a plus qu'un choix, une jeune fille pas bien née, parce que c'est la fille d'un roi détrôné, le roi de Pologne Stanislas Leszczynski. Mais elle est un peu plus âgée que le roi, donc elle pourra tout de suite avoir des enfants. C'est vraiment l'idée d'avoir des enfants rapidement. Elle en aura 10, la malheureuse, vous savez, jusqu'au moment où elle fermera sa porte à clé. Ce sera la reine Marie, et la cour annonce cela. Pour Philippe V, c'est une humiliation. Vous voyez, on renvoie la petite infante à la frontière. Ouais, elle est chassée. Donc Philippe V et Élisabeth Farnèse considèrent que c'est une humiliation à l'Espagne, et ils changent immédiatement tout leur système d'alliance. Ils disent à Vienne que désormais, ils seront les alliés de Vienne. C'est donc le premier traité de Vienne de 1725, le 5 novembre 1725. L'Espagne et l'empereur s'allient, il y a en plus la Prusse, face à la France, qui immédiatement, vous voyez, renégocie avec l'Angleterre, disant, ça y est, il y a un nouveau front contre nous, surtout que Philippe V dit, je vais faire la guerre. Bon, donc vous voyez, en 1725, c'est important pour les affaires de Corse, je crois, nous en avons parlé à plusieurs reprises, c'est que nous sommes dans une situation permanente où la guerre va avoir lieu et où elle n'a pas lieu. Et finalement, les Corses, l'insurrection corse, a pu être encouragé par cette idée qu'il va y avoir une coupure, mais il n'y a pas eu de coupure avant 1733. Donc, premier traité de Vienne du 5 novembre 1725, les Anglais, l'Angleterre et la France se rapprochent par un traité, le traité de Hanovre, pour essayer de résister à ce nouveau front. Alors, ça s'apaise parce que le duc de Bourbon, qui a fait le mariage de Louis XV, tombe en disgrâce. Louis XV, qui est un petit enfant, un petit garçon, laisse faire, un adolescent, laisse faire. Et en réalité, depuis longtemps, il n'obéit et n'écoute que les conseils de son précepteur, le cardinal de Fleury, enfin Fleury qui va devenir cardinal, qui est son ancien précepteur, qui est un homme très âgé déjà à ce moment-là. Il va mourir, je crois, à quelques 90 ans. Vous voyez, il commence une carrière à 75 ans au moins, ou 80 ans pratiquement, quand il commence sa carrière de Premier ministre. Et c'est un homme qui veut la paix. Vous voyez, c'est l'idée qu'il faut trouver des solutions diplomatiques pour la paix. D'abord, il pense que entre l'Espagne et l'Autriche, ça ne marchera pas très longtemps. Donc c'est pas la peine de se monter la tête sur cette alliance entre l'Espagne et l'Autriche, qu'il n'y aura pas de guerre. Il convainc en quelque sorte le gouvernement anglais qu'il n'y aura pas de guerre. Et finalement, tout ça commence à devenir beaucoup plus calme. Néanmoins, l'Espagne fait une petite guerre en 1727. L'Espagne qui a perdu Gibraltar, et c'est son obsession, met le siège, enfin le roi d'Espagne met le siège devant Gibraltar. Bon, personne ne le suit. Bon, Gibraltar, vous savez, c'est un peu l'épine dans le pied de l'Angleterre jusqu'à nos jours. Hein, et c'est un élément de tension permanente entre Londres et Madrid. Et donc, il met le siège devant Gibraltar. Et comme personne ne suit, finalement, Fleury apaise les choses. Et le roi d'Espagne lève le siège de Gibraltar et entre dans des préliminaires de paix en 1728. On prévoit là encore un congrès pour essayer de régler toutes les affaires. Donc vous le voyez, nous sommes toujours dans cette progression historique où rien ne s'est décidé. C'est-à-dire que on n'a toujours pas de solution en Italie, et l'Espagne continue à vouloir installer Don Carlos à Parme. Là, les Français et la diplomatie française considèrent qu'il faut rétablir une union entre les Habsbourg, une union des Bourbons contre les Habsbourg. Il y a donc une nécessité, et
il faut une sorte de ce qu'un commis appelle l'équilibre italique. Il faut essayer de limiter cette place de l'Autriche en Italie. Au même moment, l'Espagne connaît aussi des difficultés parce que Philippe V est un prince très sérieux, très pieux, c'est un bon catholique. Il est très content d'être roi d'Espagne, mais il a une santé mentale relativement fragile. En particulier, il menace en permanence d'abdiquer. Donc sa femme lui ôte tout crayon, toute plume de sa main, tout papier, parce qu'il veut abdiquer en permanence. Il a abdiqué une fois, mais son fils est mort, donc il a repris la couronne. Il a peur d'être empoisonné, alors il ne porte que les vêtements que sa femme a déjà portés. Il se prend parfois pour une grenouille, parfois il pense qu'il est mort. Donc c'est un épisode peu connu. Nous avons eu un long colloque en Espagne il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans. La cour quitte Madrid. Et ça, c'est assez mystérieux. La cour quitte Madrid. Elisabeth et son mari quittent Madrid pour s'installer à Séville, essentiellement, en Andalousie, ce qu'on appelle le lustre royal, les 5 ans. Pendant toute l'affaire de Corse, en fait, la cour n'est pas à Madrid, la cour d'Espagne n'est pas à Madrid, mais est en Andalousie. Alors, pourquoi ? Donc l'Andalousie, bien sûr, ce sont les Indes, c'est le lien avec l'empire colonial. Probablement aussi c'est le moment où à Séville, on décore l'Alcazar d'une grande série de tapisseries sur la prise de Tunis. Il y a probablement l'idée, peut-être, et il y a des idées dans votre livre, on voit bien, il y a le corps expéditionnaire. Pourquoi faire un corps expéditionnaire ? Peut-être une expédition en Afrique. Oui. Peut-être aussi une installation définitive de la capitale dans le sud. Vous voyez, une sorte de changement du centre de gravité de l'Espagne qui serait du côté de l'Andalousie. En tout cas, il faut bien y penser parce que toutes nos affaires en dépendent aussi. Vous voyez, c'est plus tellement l'axe Gênes-Barcelone qui compte, mais c'est vraiment désormais l'Atlantique et l'axe atlantique qui est essentiel. Alors, dans toutes ces périodes de négociations, Elisabeth Farnèse s'aperçoit qu'elle attend toujours pour son fils, Don Carlos. Et comme elle n'a rien obtenu de Vienne, de nouveau, elle change de politique. Elle change de politique et la cour d'Espagne se rapproche de la France. Alors, ce n'est pas uniquement Elisabeth Farnèse. Il y a une autre raison, c'est que Philippe V a longtemps caressé l'idée que le petit Louis XV allait mourir. Vous savez, les enfants mouraient souvent en bas âge. Il a été roi à 5 ans, donc il aurait pu mourir de maladie infantile. Donc son plus proche parent, à ce moment-là, c'est le roi d'Espagne. Et le roi d'Espagne n'a jamais, malgré les renonciations qu'il a signées à Utrecht, n'a jamais renoncé à la France. Et si Louis XV meurt, Philippe V rentre en France et laisse un de ses fils comme roi d'Espagne. Et Fleury, qui est habile, lui a dit « Je suis d'accord, je vous aiderai à monter sur le trône de France ». Donc, longtemps, il a entretenu cette idée-là. Mais, en 1728-1729, la reine Marie a accouché d'un fils. Donc, désormais, il y a un dauphin en France. Donc, Philippe V n'a aucune ambition, n'a plus de raison d'espérer venir en France. Donc, il faut maintenant qu'il trouve un accord avec la France. Et c'est finalement ce qui se passe en 1729 par le traité de Séville, qui est exactement contemporain des événements qui nous intéressent. Il n'y est pas question de Gibraltar. On abandonne l'idée de Gibraltar pour calmer l'Angleterre. Et l'Angleterre et la France garantissent à Don Carlos les duchés de Parme et de Plaisance. On prévoit que des soldats espagnols pourront prendre possession de ces territoires avant même que le prince de Parme ne vienne à disparaître, avec l'idée aussi que les soldats espagnols pourraient s'installer en Toscane. Donc il y a bien l'idée, vous le voyez, de remettre pied en Italie par une voie différente de celle d'autrefois, c'est-à-dire par les droits d'Elisabeth Farnèse. En même temps, voyant les résistances de l'empereur de l'Autriche, qui n'a pas envie de voir revenir le roi d'Espagne, il y a l'idée qui s'affirme à ce moment-là qu'il faudra une guerre. Donc Carlos, on ne va pas l'imposer comme ça.
Il faudra une guerre, et c'est bien peut-être aussi ce que vos héros, et en particulier le chanoine Antigone, va songer à cela. Nous sommes au bord de la guerre, et c'est bien probablement ce qui se dessine. Et c'est justement à ce moment-là que l'on propose la souveraineté de la Corse à Don Carlos. Vous voyez, c'est-à-dire l'idée que au moment où on lui promet Parme, Plaisance, où il peut avoir la Toscane, il pourrait peut-être aussi avoir la Corse. Et c'est dans un des mémorials qui a été intercepté par Camillo Doria, ce que vous avez rappelé dans votre beau livre, n'est-ce pas, cette information est transmise à Gênes. Vous voyez, là, c'est très, très dramatique, parce que c'est une grande puissance. Le roi d'Espagne, c'est pas rien. C'est tout l'argent du Mexique, l'argent du Potosi plutôt, qui est là derrière. C'est donc la possibilité d'avoir des flottes, d'avoir des armées, d'avoir un protecteur très très important. Et en même temps, vous le voyez, il ne faut pas trop s'étonner de ce système. Nous avons réfléchi ce matin avec Antoine-Marie de l'insurrection. Mais c'est aussi un réflexe, j'allais dire, presque naturel de ces révoltes, révolutions. C'est vraiment ce qui s'est passé tout au long du XVIIe siècle, et au XVIe siècle aussi. Lorsqu'un groupe humain, une communauté, considère que son suzerain naturel, son souverain a trahi ou n'a pas respecté le pacte fondamental, eh bien, il faut aller chercher ailleurs un autre souverain, un autre suzerain. Alors, il vaut mieux le chercher plus puissant, qui puisse en quelque sorte s'imposer. Et c'est ce qui s'est passé finalement avec les Catalans en 1640, qui sont allés chercher le roi de France à la place du roi d'Espagne. Vous voyez, c'est vraiment un réflexe. Même les Hollandais, si on y réfléchit bien, avant d'être une république, ils sont allés demander à la France un prince de la maison de Valois. C'est vraiment l'idée d'aller chercher un roi. Et on voit bien que cette idée de royaume, sur lesquels on a bien insisté ce matin, c'est un royaume qui s'offre. Donc pour Don Carlos, ce serait un grand avantage parce qu'il deviendrait immédiatement roi couronné. Vous voyez, duc à Parme, il n'est pas dans la catégorie des rois. S'il est roi de Corse, d'emblée, il obtient un traitement royal et ça le distingue des autres princes. Alors, les événements continuent et en réalité, rien ne se décide. Finalement, Vienne accepte de négocier et de nouveau, l'empereur, en 1631, le 16 mars 1631, accepte l'idée d'une occupation des duchés italiens par Don Carlos. La France n'est d'ailleurs pas très, très contente de tout cela, vous voyez, parce que elle sait jamais, la diplomatie française ne sait jamais s'il ne va pas y avoir de nouveau un retournement. Et j'avais, à l'occasion de ce lustre royal, regardé la correspondance de l'ambassadeur français en Espagne, Rothenburg, qui témoigne justement de l'état mental très, très fragile de Philippe V, mais qui écoute un peu aux portes. Un jour, il se trouve avant la chambre royale, et il raconte en février 1631, il dit que la reine, donc Élisabeth Farnèse, avait été jusqu'à la fureur, jusqu'à jurer qu'elle se livrerait à qui lui donnerait Parme le premier, mais qu'au plus fort emportement de sa femme, le roi lui avait dit très bas « Je ne ferai rien contre la France ». Et il se rappelle, il se souvient qu'il est le petit-fils de Louis XIV, vous voyez, c'est un peu une situation ambiguë, elle est prête qui lui donnera les duchés italiens, elle s'alliera. Et Rothenburg dit, et c'est amusant, il faut manier ces gens-ci comme des œufs sans coquille. Pour vous dire un peu l'état de nerfs de... Alors finalement... Fleury impose ses vues pacifiques, et vous le voyez, nous sommes au plus grand moment des événements en Corse. En 1731, on confirme donc le traité de Séville et Charles VI confirme les droits de Don Carlos sur les duchés de Parme et de Plaisance. Des garnisons espagnoles peuvent s'y installer. La Toscane doit aller à la descendance d'Élisabeth Farnèse. Donc vous voyez, Élisabeth Farnèse a de nouveau toutes les promesses. Et on comprend par là même, et comme vous l'avez souligné, que c'est le moment où le chanoine Orticoni voit l'attitude du cardinal Bentivoglio, qui est protecteur
directeur des affaires d'Espagne, changé du tout au tout. Il était bien accueilli, et puis brusquement, le cardinal dit « Mais non, je ne vous ai rien promis, tout ça c'est un malentendu. » Et le cardinal, je m'appuie sur vos travaux, affirme que l'Espagne n'a aucun rôle dans l'affaire corse. Vous voyez, après avoir en quelque sorte caressé l'idée que ça pourrait finalement être mais néanmoins, on voit bien que le gouvernement espagnol semble toujours prêt à soutenir les Corses, mais il faut qu'ils obtiennent des succès militaires. Et puis on voit déjà dans votre livre que Polignac lui-même laisse entendre que si c'est pas l'Espagne, ce pourrait être la France qui... Donc on voit bien que dans ce système méditerranéen qui s'est mis en place, dans cette sorte de reconquête de l'espace italien face aux Habsbourg, cette volonté d'établir un équilibre en Italie, contre la maison d'Autriche, que ce ne soit pas une péninsule autrichienne, et bien progressivement, vous voyez, la France et l'Espagne a avancé dans l'idée d'une action commune. Le problème pour les Corses, c'est qu'elle n'a pas lieu à ce moment-là. Don Carlos, lui, reçoit l'hommage du Sénat de Florence dès juin 1732, il s'installe à Parme, et l'ébranlement de l'ordre politique a lieu un tout petit peu plus tard, en 1733, mais ce n'est pas pour la Corse, ce n'est pas non plus pour Parme. Ce sera pour la Pologne, pour la succession, pour la malheureuse reine Marie, vous voyez qu'il y avait un père ancien roi de Pologne, on fera la guerre, à peine d'ailleurs, on ne fera pas la guerre, on le laissera aller en Pologne, il est élu, le beau-père de Louis XV est élu roi de Pologne, on l'abandonne aussitôt. En revanche, cette guerre de succession de Pologne, qui est une guerre limitée, vous voyez, l'Angleterre a dit, si vous n'intervenez pas dans le Nord, nous n'intervenons pas, vous faites ce que vous voulez. Donc l'Angleterre est neutre, la France et l'Espagne agissent de concert, et vous voyez le dessin finalement d'Élisabeth Farnèse va plus loin. Elle donne une couronne royale à son fils Don Carlos, mais ce n'est pas celle de Corse, on lui donne Naples et la Sicile. Quand on pense ce que sont ces deux immenses terres, ces grandes villes, qui tombent finalement très facilement dans les mains des Bourbons. Et vous voyez, la diplomatie française et la diplomatie espagnole ont réussi à créer une nouvelle branche de la maison de Bourbon, un État qui n'est pas, vous voyez, uni ni à la France ni à l'Espagne, qui est un nouvel État. C'est la renaissance du royaume de Naples, le royaume des deux Siciles, qui est un royaume très prospère, enfin, qui a peut-être déjà moins à la fin du XVIIIe siècle, mais c'est un royaume avec des villes considérables qui tombe, vous voyez, brutalement dans la main des Bourbons. Et on a donc établi, vous voyez, les Autrichiens sont au nord, les Bourbons sont au sud, entre les deux les États pontificaux. L'État de Toscane va au mari de Marie-Thérèse, vous voyez, l'Autriche obtient un dédommagement. Un dédommagement, c'est pas rien. Pour le duc de Lorraine, il devient grand-duc de Toscane. La République de Gênes, finalement, elle aussi, d'une certaine manière, elle a été dédommagée, mais on n'a pas soutenu la Corse, d'une certaine manière. Elle garde la Corse et probablement des espérances qu'on l'aidera. On l'a aidé déjà à reprendre un peu le contrôle de la Corse. Donc vous le voyez, ces ébranlements de l'ordre géopolitique auraient pu être une chance pour la Corse en révolte. Malheureusement, il n'y a pas eu de guerre en 1730 ou 1731, mais seulement en 1733. Nous l'avons vu, la Corse est apparue comme un royaume qui peut justement servir dans ce grand jeu qui marque le XVIIIe siècle, ce grand jeu d'équilibre, où l'on se distribue les royaumes pour essayer de maintenir cet équilibre entre les princes, pour éviter les guerres trop lourdes. La Corse pourrait apporter une couronne fermée à un prince ambitieux, mais en même temps, les puissances européennes renâclent à mécontenter Gênes, qui reste néanmoins un État solide, une vieille puissance riche, qui reste une source de financement, et dont les liens, par exemple, avec la France, sont sans doute beaucoup plus forts qu'on ne l'imagine. Donc, Gênes est aménagé. En même temps, vous le voyez, on s'est efforcé et on a réussi à maintenir l'équilibre au prix de savantes négociations, de risques permanents, de risques de guerre permanents. On voit bien que la diplomatie apparente désormais une sorte de direction de l'Europe, essentiellement c'est l'Angleterre qui dirige tout ça, une direction de l'Europe où l'on procède à des échanges de souveraineté. Ce qui veut dire par là même que vous voyez le principe de légitimité historique
disparaît. Le duc de Lorraine, qui était un duc très prestigieux, abandonne la Lorraine pour devenir grand-duc de Toscane. Les princes sont un peu interchangeables au nom d'une construction rationnelle de l'espace politique. Le pire de cet équilibre, vous savez, c'est de quelques décennies plus tard, ce sera le partage de la Pologne. Lorsqu'on dira, pour l'équilibre, on peut faire disparaître un grand État et 10 millions de personnes, que l'on se répartit comme ça, comme des objets à la foire. Vous voyez, il y a donc l'idée nouvelle d'une sorte de répartition des populations où le politique, la politique internationale, tente à finalement laisser la place à une direction rationnelle avec des échanges de souveraineté, des glissements de souveraineté et parfois des petites guerres comme la guerre de succession de Pologne, ou bien des opérations de type, j'allais dire presque des opérations policières, comme l'avait été l'intervention de la France contre Philippe V, comme l'a été aussi l'intervention impériale en Corse. On paye pour finalement rétablir un ordre que l'on défend à tout prix. Voilà quelques idées que je voulais vous proposer autour de ce contexte géopolitique de la révolution, la première révolution corse. Merci infiniment. Par qui avez-vous été invité pour ces premières rencontres historiques? Eh bien, c'est Dominique Tadei qui m'a demandé si je pouvais participer à ces premières rencontres. Il m'avait envoyé son beau livre sur les pères fondateurs de la nation, avec le livre qu'il a rédigé avec Madame Luciani. Et c'est Madame Acquaviva qui a tout organisé ici à Île-Rousse et qui nous a admirablement reçus pour ces 3 demi-journées de travail. C'est intéressant d'opérer un dialogue en quelque sorte avec des spécialistes de l'histoire, des gens qui vont dans les archives. Et aujourd'hui, et dans toutes ces journées, on a vu vraiment des scientifiques, des historiens de métier, un dialogue donc entre eux et un public plus large, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans les environs d'Île-Rousse, des amateurs d'histoire, des curieux, qui ont fait souvent des carrières très, très différentes, mais qui s'intéressent au passé et qui essayent de voir comment finalement le monde actuel s'est forgé dans la longue durée en quelque sorte. Votre intervention était basée sur le contexte géopolitique international et l'insurrection de la Corse à cette période. C'est ça. L'idée qui est derrière cette rencontre, c'est d'examiner les différents moments des insurrections corses du XVIIIe siècle et en particulier la révolte contre Gênes. Donc c'était la première étape, une période peu connue en réalité, ces années 1729, 1730. Et moi j'ai essayé de préciser, comme d'ailleurs M. Tadei l'avait déjà fait très bien et Mme Luciani l'avait fait très bien, tous les deux l'avaient très bien fait, c'est-à-dire voir comment les Corses, les élites corses qui se sont progressivement organisées face à Gênes, avaient pensé qu'il pourrait en quelque sorte profiter des grands bouleversements européens du moment. C'est-à-dire se libérer de Gênes, en tout cas prendre une plus grande autonomie vis-à-vis de Gênes, obtenir des avantages vis-à-vis de Gênes et surtout des réponses à leurs revendications, en profitant d'une guerre qu'ils pensaient imminente et qui n'a pas eu lieu à ce moment-là en réalité. Elle n'a pas eu lieu ni en 29 ni en 30, elle a eu lieu en 33. Vu de l'histoire européenne, cette insurrection corse, autant les événements ultérieurs sont très bien connus et on sait bien leur impact sur l'Europe, cette première phase était quand même un peu oubliée, en particulier l'intervention militaire des Autrichiens, la réaction de Gênes, les mouvements sur place, tout ça était un peu passé, on n'en avait pas vu vraiment l'importance. Et je crois que, d'une part, nous avons découvert beaucoup de choses, je crois. D'autre part, je pense que toutes les réflexions, tous les dialogues ont permis
de mieux connaître les réalités corses du moment, voir comment, derrière une image un peu mythique, hein, d'une insurrection spontanée, eh bien, on avait en réalité aussi des revendications politiques très structurées déjà, et l'idée qu'il fallait que Gênes évolue en quelque sorte et accorde certaines réformes en réalité. Vous voyez, je vois qu'il y a vraiment eu une réflexion à la fois sur les réalités locales, sur le contexte général, et puis une réflexion beaucoup plus profonde sur les fondements mêmes de l'histoire et de l'évolution historique, en particulier dans le cas de la Corse.